Maman a raté ton mariage parce qu'elle ne peut pas te supporter, a souri ma sœur à la réunion. Mon père a soupiré en signe d'accord. Je l'avais cru pendant 1 an. Je n'ai rien dit. Puis j'ai demandé à maman, assise juste là, de leur raconter ce que ma sœur avait dit ce jour-là. 10 minutes après le début du dîner commémoratif de mon grand-père, ma sœur a tapoté son verre de vin et s'est levée. Elle portait ce même sourire depuis la lecture du testament, depuis qu'elle avait emménagé chez maman et pris le contrôle de ses comptes. Pendant 1 an, j'avais avalé le mensonge, cessé d'appeler ma mère, l'avais pleuré de son vivant. Ce soir, j'ai posé ma fourchette. Je n'ai pas pleuré. Je me suis tourné vers maman, à 3 sièges de distance. Maman, ai-je dit, dis-leur la vraie raison pour laquelle tu n'étais pas à mon mariage. La pièce est devenue silencieuse. Je suis Shelby, 33 ans, une infirmière aux urgences qui a vu des gens se dire au revoir dans tous les mauvais ordres possibles. Cette femme à 3 sièges de là, celle qui ne voulait pas me regarder. Je l'avais pleuré pendant 1 année entière alors qu'elle était assise là, respirant. Pourquoi? Cela commence avec un téléphone. Il y avait une chaise une fois, au premier rang, côté couloir, une petite carte collée sur le siège qui disait « Réservé ». Maman, dans la calligraphie pour laquelle nous avions payé un supplément. Mon mari l'a installé le matin de mon mariage avant que je puisse lui dire de ne pas le faire. Je lui ai fait retirer la carte pendant le toast pour que personne ne pose de questions. Mais la chaise elle-même est restée vide toute la journée, un carré froid de néant dans un jardin plein de gens que j'aimais. Et je l'ai senti derrière moi à travers chaque vœu, comme un courant d'air passant sous une porte. Elle n'est jamais venue. Elle n'a jamais appelé. Et 2 jours avant cette cérémonie, le dernier message que j'ai jamais reçu d'elle me disait exactement pourquoi. Je ne vais pas vous le lire tout de suite. J'ai besoin que vous y arriviez comme moi, de manière détournée, sortie de nulle part, de la part de la femme qui me tressait les cheveux chaque matin d'école jusqu'à mes 12 ans. Ce que j'ai fait de ce message, c'est toute l'histoire. Ce que j'ai finalement appris à ce sujet, c'est pourquoi 20 personnes retenaient leur souffle à cette table. Voici ce que chacun d'eux croyait à mon sujet. Ils croyaient que Shelby avait réussi et était devenue orgueilleuse. Que j'avais épousé un homme avec un bon travail et décidé que ma mère vieillissante était une source d'embarras que je pouvais enfin me permettre de laisser tomber. Ils croyaient que je lui avais envoyé un texto cruel, lui disant de rester à la maison, qu'elle ne ferait que m'humilier, que je ne la voulais pas là. Ils croyaient que j'avais coupé les ponts avec une veuve en deuil l'année même où elle enterrait son propre père. Chacun d'eux le croyait parce que ma sœur le leur avait dit. Et ma sœur avait passé 1 an à s'assurer qu'elle était la seule voix que quiconque entendait. Son nom est Vivian, 36 ans, 3 ans de plus que moi. Et pendant la majeure partie de nos vies, c'est elle qui avait besoin d'être sauvée. Des emplois qui n'ont jamais fonctionné, des hommes qui ne sont jamais restés, des appartements où le loyer était toujours dû avant le chèque de paie. Quand notre grand-père Walter est mort il y a 1 an et demi, en janvier, il a presque tout laissé à notre mère. La maison sur la rue Delmar, ses économies, une petite propriété locative qui déposait un chèque dans la boîte aux lettres le 1er de chaque mois. En quelques semaines, Vivian avait quitté sa dernière situation ratée pour s'installer dans la chambre d'amis de maman, juste pour aider maman à traverser son deuil. Au printemps, elle aidait pour tout, le courrier, les factures, les visites chez le médecin. La carte bancaire de maman vivait dans le portefeuille de Vivian pour que rien ne se perde. Le téléphone de maman vivait sur le comptoir de la cuisine où Vivian pouvait le garder chargé et répondre pour elle, car maman était déroutée par tous les boutons. Je veux être honnête car c'est là que la honte vit en moi. J'ai laissé faire. Je travaillais 4 quarts de 12 heures par semaine. J'avais 200 invitations de mariage chez l'imprimeur et une partie de moi, basse et fatiguée, était soulagée que quelqu'un d'autre soit enfin la fille responsable. Je me suis dit que Vivian avait trouvé sa voie. Je me suis dit que le brouillard dans la voix de maman, les appels qui n'aboutissaient pas, n'étaient rien d'autre que l'âge et le deuil. On n'entend pas un mur se construire quand on est celui autour duquel il est bâti. Si cela pèse déjà lourdement sur votre poitrine, faites-moi une petite faveur. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela aide vraiment des histoires comme celle-ci à trouver les personnes qui ont besoin de les entendre. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir et quelle heure il est là où vous êtes. Je lis tout le monde. J'aime savoir exactement jusqu'où le désordre d'une famille peut voyager en une seule soirée. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la dernière conversation ordinaire que j'ai eue avec ma mère, parce que je ne savais pas que c'était la dernière jusqu'à ce qu'elle le soit déjà.
C'était en avril, 15 mois avant ce dîner. Les invitations venaient de rentrer de l'imprimeur. Des cartes crème avec nos noms estampillés en or. J'ai appelé pour expliquer les détails à maman, la date, la petite auberge, si ses genoux pouvaient supporter les marches du jardin. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, et elle avait l'air d'être elle-même. Chaleureuse, un peu fatiguée. Mon bébé va se marier, a-t-elle dit. Je l'ai dit à tout le monde à l'église. Elle a demandé ce qu'elle devrait porter. Elle voulait apporter son gâteau au citron au lieu d'acheter un cadeau. Elle m'a fait promettre de la placer là où elle pourrait regarder mon visage pendant les vœux. Nous avons parlé 40 minutes et quand nous avons raccroché, elle a dit la chose qu'elle disait depuis que j'avais 4 ans. Je t'aime jusqu'à la lune, Shelby ma puce. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix sans un mur dedans. 2 jours plus tard, tout a changé et je n'ai pas compris pourquoi pendant 14 mois. Le texto est arrivé un jeudi. Je m'en souviens parce que j'étais en plein service, jusqu'au coude dans un traumatisme d'accident de voiture quand mon téléphone a vibré dans mon casier. Je n'ai vu les messages que pendant ma pause à 2 heures du matin, seul dans une salle de repos avec un café de distributeur automatique qui refroidissait dans ma main. Ils venaient du numéro de maman et ils étaient glacials. Le premier disait qu'elle avait réfléchi et qu'elle ne se sentait pas d'attaque pour le mariage. Le deuxième disait qu'elle ne voulait pas voyager, ne voulait pas de chichi. Le troisième, celui que j'ai lu, debout, très immobile sous une lumière fluorescente vacillante, disait « S'il te plaît, arrête de m'appeler si souvent. Tu as ta propre vie maintenant. Laisse-moi avoir la mienne. » J'ai appelé. Messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai répondu par texto 3 paragraphes, puis un, puis juste « Maman, ai-je fait quelque chose ? S'il te plaît, parle-moi. » La réponse est venue 1 heure plus tard. Une ligne froide. J'ai besoin d'espace. Ma mère n'avait jamais eu besoin d'espace par rapport à moi en 32 ans. Je me suis dit qu'elle était dépassée. Le deuil fait des choses étranges et elle venait d'enterrer son père. Je lui ai donné 1 semaine, puis 2. Chaque message que j'envoyais recevait des réponses plus courtes, plus froides, puis plus de réponses du tout. Quand j'ai appelé la maison, Vivian a décroché et a dit d'une voix empreinte de pitié, « Shelby, elle ne veut vraiment pas parler. Tu dois respecter ça. Honnêtement, après tout, tu ramènes encore tout à toi. Après tout. » Je ne savais même pas ce qu'était « tout ». Mais j'ai été élevé pour croire qu'une bonne fille ne s'impose pas à une mère qui demande de l'espace. Alors, je lui ai donné de l'espace. Je lui ai donné de l'espace jusqu'à mon propre mariage où sa chaise est restée vide. Et j'ai souri pour les photos avec une fissure qui parcourait mon centre. Et voici le fil qui s'est d'abord détaché, celui que je n'ai pas tiré. Le matin de mon mariage, un autre texto est arrivé de son numéro. J'espère que tu comprends que c'est pour le mieux. Ne fais pas de scène en m'attendant. Ne fais pas de scène. Ma mère, qui pleurait devant les publicités de céréales, qui a une fois conduit 3 heures dans une tempête de neige parce que j'avais une forte fièvre à l'université, me disant de ne pas faire de scène. J'ai lu ce message 100 de fois au cours de l'année suivante. Je l'ai détesté pour ça. Je l'ai pleuré pour ça. Et pas une seule fois, il ne m'est venu à l'esprit de poser la question qui aurait tout démêlé. Je ne lui ai jamais demandé à quel numéro elle pensait envoyer des textos. L'année qui a suivi a été le deuil le plus silencieux que j'ai jamais porté. Et j'en ai porté beaucoup jusqu'à l'ascenseur de la morgue. Il n'y a pas de plat en casserole pour ce genre de perte. Personne n'apporte de fleurs quand votre mère est encore en vie et choisit simplement de cesser d'être votre mère. Je suis allé travailler. J'ai pris les quarts les plus difficiles. J'ai dit aux nouvelles infirmières que j'étais l'enfant unique d'une femme décédée parce que c'était plus facile que la vérité. Certains soirs, cela semblait même vrai. Adam m'a regardé rétrécir. C'est un homme patient, mon mari. Un électricien qui lit le monde en circuit et n'appellera pas une chose cassée avant d'avoir tracé chaque fil. 2 fois cette année-là, il a dit la même phrase au dîner. Calme, prudent, Shelby. Cela ne ressemble tout simplement pas à ta mère. Et 2 fois, je lui ai aboyé dessus que les gens changent, que le deuil les change, qu'il ne l'avait jamais connu avant. J'ai défendu le mensonge parce que le mensonge était la seule version de ma mère qu'il me restait. Même une mère cruelle valait mieux que pas de mère du tout. Laissez-moi vous dire comment un mur comme celui-là se construit.
parce que ce n'a jamais été une grosse brique. C'était une centaine de petites briques posées si patiemment que j'ai confondu le tout avec la météo. Les premiers mois, j'ai encore essayé. En septembre, j'ai posté une carte d'anniversaire à la maison, adressée à la main, une carte cadeau glissée à l'intérieur pour le magasin de laine que maman aimait. Elle est revenue 3 semaines plus tard. Retour à l'expéditeur, tamponné en rouge sur ma propre écriture. Je suis resté devant ma boîte aux lettres avec elle et j'ai senti quelque chose en moi devenir froid, plat et silencieux. Je ne savais pas alors qu'une personne peut aller à une boîte aux lettres avant l'arrivée du facteur et retirer une enveloppe. Je pensais que ma mère avait tenu ma carte dans ses 2 mains et l'avait marquée « Refusé ». J'ai cru la pire chose possible parce que la pire chose possible était la seule explication qu'on m'avait donnée. Puis la famille a commencé à se refermer. Cela ne se produit pas avec un vote. Cela se produit avec des plans de table. Ma cousine Dana s'est mariée cet automne-là et je me suis assise à une table du fond avec Adam tandis que Vivian était assise à l'avant à côté de maman, une main toujours posée sur elle, l'image de la fille dévouée. Pendant les toasts, une tante que j'avais connue toute ma vie s'est penchée et a dit, si gentiment que j'ai mis une seconde à sentir la lame, c'est bien de ta part de venir encore aux événements après ce que tu as fait. Après ce que j'ai fait. Je n'ai même pas eu l'occasion de demander quelle était l'histoire. L'histoire avait déjà été racontée dans une centaine d'appels téléphoniques auxquels je n'étais pas, et j'étais juste la dernière à entendre ma propre partie. Les vacances étaient les pires. À Thanksgiving, je suis passé en voiture devant la maison de la rue Delmar au crépuscule. Je me suis dit que je prenais le chemin le plus long pour aller au magasin. Les fenêtres étaient dorées et pleines de gens. Je pouvais voir la silhouette de ma mère dans son fauteuil près de la vitre et Vivian se déplaçant derrière elle avec un plat, et je suis resté assise au panneau d'arrêt jusqu'à ce qu'une voiture derrière moi klaxonne. C'est cette nuit-là que j'ai dit aux nouvelles infirmières de mon service que ma mère était morte. C'était plus facile, et une partie de moi avait commencé à croire que le deuil en était le nom honnête. On ne peut pas pleurer quelqu'un qui choisit de partir, mais on peut enterrer quelqu'un qui est mort. Alors, je l'ai enterré dans ma tête pour donner à la douleur un endroit légal où vivre. Et pendant tout ce temps, même si je ne pouvais pas le voir, le mur grimpait aussi de son côté. Brique par brique en sens inverse. La même chose était faite à ma mère. Et je sais tout maintenant, et vous devriez savoir exactement à quel point c'était minutieux. Vivian n'a pas seulement intercepté une carte ici et là. Elle s'est faite le seul canal. Elle a aidé maman à se retirer de la liste de l'annuaire de l'église pour que les notes de sa vieille amie Marjorie cessent d'arriver. Elle a conduit maman chez un nouveau médecin de l'autre côté de la ville, loin de celui qui la connaissait depuis 20 ans et qui aurait pu remarquer à quel point elle était devenue médicamentée et brumeuse. Quand maman a demandé à m'appeler, et elle l'a demandé plus d'une fois, j'ai appris plus tard, Vivian proposait de composer le numéro pour elle, puis lui rendait un téléphone qui sonnait un numéro qui n'était pas le mien ou disait, elle n'a pas encore répondu, maman, je suis désolée. Pendant que j'étais assise à la maison avec un téléphone qui ne sonnait jamais. Elle a dit à maman que je l'avais bloqué. Elle a dit à maman que je ne pouvais plus supporter d'être dans la même pièce qu'elle. C'est pourquoi ma mère, portant un deuil frais et un deuil fabriqué empilé par-dessus, avait commencé à me regarder de la façon dont on regarde un courant d'air froid entrant sous une porte. C'est la partie que je ne peux toujours pas pardonner complètement. Et j'ai beaucoup pensé au pardon dans des pièces où les gens meurent. À Thanksgiving dernier, nous étions toutes les deux là, à 20 pieds l'une de l'autre dans la même maison, toutes les deux pleurant encore grand-père dans nos coins séparés, toutes les deux nous pleurant l'une l'autre, toutes les deux croyant que l'autre avait choisi le silence. Je planais près de la porte. Elle était assise dans le bon fauteuil avec le bras de Vivian autour d'elle. Et quand j'ai finalement traversé la pièce pour lui dire que je l'aimais, ma mère a reculé devant moi, et Vivian s'est glissée doucement entre nous. Pas aujourd'hui, Shelby. Et un peu de respect. Alors je suis parti. J'ai laissé ma sœur mettre son propre corps entre moi et ma mère dans le salon de notre mère. Et je me suis dit que c'était la chose respectueuse à faire. Et je suis rentré en voiture et je ne suis pas sorti de la voiture pendant 1 heure. J'ai rejoué cette journée 1000 fois. Pas parce que j'aurais pu la gagner, parce que c'est le jour où j'aurais dû sentir le tort dans mes tripes et je ne l'ai pas fait. Ma mère a tressailli comme une femme à qui on avait dit quelque chose de terrible à mon sujet. Ce n'est pas le tressaillement d'une femme qui a simplement choisi de cesser d'aimer sa fille. Quelque part sous tout mon chagrin, l'infirmière en moi l'a noté. Tressaillement incompatible avec le diagnostic énoncé. Et l'a classé.
Et il a fallu 18 mois pour ressortir ce dossier. Il y a eu un après-midi au travail ce printemps-là auquel je pense souvent. Une famille est venue aux urgences autour d'un père mourant. 3 frères et sœurs adultes qui ne s'étaient pas parlé depuis des années, tous convoqués dans la même pièce par le même moniteur qui bipait. Je les ai regardés laisser tomber toute leur rancune en environ 4 secondes à plat parce qu'un moniteur cardiaque se fiche de savoir à qui la faute de la dernière décennie. Une des filles, à peu près de mon âge, a agrippé la barrière du lit et a dit à son frère « Je ne me souviens même plus de ce pourquoi nous nous disputions. » Je suis sorti dans le placard à fourniture et je suis resté parmi les gaz et le sérum physiologique parce que ça m'a frappé si fort que je ne pouvais plus respirer. Je ne me souvenais pas non plus de ce pourquoi nous nous disputions. C'était toute l'horreur de la chose. Il n'y avait jamais eu de dispute. Il n'y avait eu qu'un silence que j'avais pris pour une dispute et un mur que j'avais pris pour le choix de ma mère et une femme de l'autre côté qui ne se souvenait pas non plus de notre dispute parce qu'elle n'avait jamais existé. Je suis retourné à cette baie et j'ai terminé mon service. Je termine toujours le service. Mais c'est cette nuit-là que l'engourdissement a commencé à se fissurer. Des semaines avant l'hôpital, des semaines avant que je voie le faux numéro, la première fissure dans une année entière de sol gelé. Puis est venu l'appel qui a tout fait éclater. Pas les faux textos, une véritable urgence, le genre de situation dont je suis habituellement de l'autre côté. C'était un mardi de juin, 3 semaines avant le dîner. J'étais en train de noter des informations au poste des infirmières quand le tableau s'est allumé avec une ambulance entrante, femme de 66 ans, douleur thoracique, syncope. Une douzaine de cas comme ça arrivent par service. Je n'y ai pas prêté attention. Puis l'infirmière en chef a lu le nom sur la feuille de route, et le sol a basculé sous mes pieds. Ketavaille, ma mère, arrivant par mes portes pendant mon service parce que Vivian avait paniqué quand maman s'est évanouie dans la cuisine et a composé le 911 et que les urgences les plus proches avec une baie cardiaque disponible étaient les miennes. J'ai été le premier visage que ma mère a vu quand ils l'ont fait entrer. Elle m'a regardé comme si j'étais une étrangère qui portait le visage de sa fille. C'était ça le couteau, pas la peur, pas la douleur, une politesse plate et méfiante, la façon dont on regarde une infirmière qu'on n'a jamais rencontrée. Merci, a-t-elle dit quand j'ai pris son poignet pour vérifier son pouls. Vous êtes très gentille. Ma propre mère me remerciant pour la courtoisie professionnelle de la toucher. Son cœur allait bien, en fin de compte. Déshydratation, basse pression, une crise de panique déguisée en crise cardiaque. Nous l'avons gardé quelques heures en observation. Vivian était coincé de l'autre côté de la ville et ne pouvait pas arriver avant un moment. Et ainsi, pour la première fois depuis plus d'1 an, j'avais ma mère pour moi seule, dans une baie fermée par un rideau. Personne dans la pièce pour parler à sa place. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle m'a laissé m'asseoir. Et quand l'infirmière en moi a remarqué que son téléphone était déchargé, ce téléphone rose rayé dans l'étui à fleurs que je lui avais offert il y a 3 anniversaires, j'ai fait la chose automatique. Je l'ai branché au chargeur près du lit pour que ses contacts d'urgence puissent la joindre. Si vous avez déjà eu le sentiment au fond de vos tripes qu'une histoire qu'on vous a racontée ne tient pas la route, que quelque chose de discret cloche depuis plus longtemps que vous ne pouvez le dire, accrochez-vous à cela pendant les prochaines minutes. Parce que ce petit téléphone déchargé était sur le point de répondre à un an de mes questions d'un seul coup et je veux que vous le voyiez à la seconde où je l'ai vu. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà découvert trop tard qu'un silence n'était pas ce que vous pensiez? L'écran s'est réveillé sur un code de verrouillage. L'hôpital a besoin d'un proche parent et maman ne pouvait pas réciter le numéro de Vivian de mémoire, alors je lui ai demandé de le déverrouiller et de me laisser trouver le contact. Ses mains tremblaient. Elle a tapé le mauvais code 2 fois. Puis elle l'a eu et elle m'a tendu le téléphone par-dessus la couverture et elle a dit la chose qui a déclenché l'avalanche. Tu peux regarder, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Tu ne verras que ce que tu m'as déjà envoyé. Ce que je lui avais déjà envoyé. J'ai ouvert ces messages et là, en haut de la liste, épinglé, il y avait un fil de discussion avec un contact enregistré sous le nom de Shelby. Je l'ai ouvert avec mon propre nom coincé dans la gorge. C'était 1 an de moi étant un monstre. Message après message d'une voix qui était presque la mienne, mais pas tout à fait. La ponctuation trop propre. La cruauté trop soignée. Je ne veux pas de toi au mariage. Tu me mettras dans l'embarras. Arrête d'appeler. J'ai une vraie famille maintenant. Tu es une vieille femme qui ne sait même pas se servir d'un téléphone. Laisse Vivian s'occuper de toi. Ne viens pas à Thanksgiving.
Personne ne veut de drame. Des dizaines de messages. Des anniversaires où je lui avais dit de ne pas se déranger. Une fête des mères où j'avais écrit « Tu as cessé d'être ma mère il y a longtemps ». J'ai senti le sang quitter mon visage comme il le fait chez un patient juste avant un arrêt cardiaque. Parce que je n'ai jamais écrit un seul de ces mots. Et je savais avec la certitude froide que j'utilisais pour lire un moniteur que je regardais un crime. Mais ce n'était même pas la partie qui a engourdi mes mains. J'ai fait défiler jusqu'en haut du fil de discussion, jusqu'au numéro de téléphone situé sous le contact Shelby. 10 chiffres. Je les ai fixés, attendant qu'ils se transforment en les miens. Ce n'était pas mon numéro. Ce n'était même pas proche. Quelqu'un avait enregistré le numéro d'un étranger sous mon nom dans le téléphone de ma mère et avait ensuite passé un an à être moi. Asseyez-vous un instant avec l'ampleur de cela, parce que je ne le pouvais pas. Pas dans une baie à rideaux avec un moniteur qui BIPE et ma mère qui observe mon visage. Quelqu'un avec une clé de cette maison et de ce téléphone avait construit une fausse version de moi à partir de pixels et l'avait donnée à une femme en deuil chaque jour et avait construit une fausse version d'elle et me l'avait donnée. 2 personnes qui s'aimaient, murées des 2 côtés avec la même brique. Je ne l'ai pas confrontée. Je suis une infirmière aux urgences. On ne dit pas à une femme avec une faible tension et une crise de panique fraîche que toute sa réalité est une contrefaçon. Alors j'ai fait la chose la plus petite et la plus difficile. J'ai souri et j'ai dit, « Maman, je te promets que nous allons parler de ça. Pas ce soir, mais bientôt. » Elle m'a regardé un long moment. Quelque chose a vacillé. Pas de la confiance. Pas encore. La première fissure d'une question. Puis la voix de Vivian est venue du couloir, brillante et essoufflée. « Où est ma mère? Où est-elle » Et le visage de ma mère s'est fermé comme une porte. Vivian est entrée en coup de vent dans la baie, a embrassé le front de maman et a arraché le téléphone or rose du chargeur avant que je puisse dire un mot. « Je vais prendre ça », a-t-elle dit en me souriant. Tu sais comme elle perd ses affaires. Elle l'a laissé tomber dans son sac à main. Puis elle m'a regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis un an. Et je l'ai vu remarquer l'expression sur mon visage, et je l'ai vu décider que ce n'était rien. C'était l'erreur de Vivian. Elle avait été si certaine de mon silence pendant si longtemps qu'elle ne pouvait pas m'imaginer faire un son. Elle est sortie de cette baie, croyant toujours qu'elle était la seule voix dans la pièce. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà mémorisé le numéro. J'aimerais vous dire que j'ai marché droit vers la vérité. Je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait au cours des 3 semaines suivantes a été plus silencieux et, je pense, plus dangereux, parce que je l'ai fait comme je fais tout. Soigneusement, dans l'ordre, comme on travaille sur un code. D'abord, ne pas nuire, puis découvrir ce qui tue réellement le patient. La nuit après l'hôpital, j'ai assis Adam à la table de la cuisine et je lui ai tout raconté. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il n'est pas fait comme ça. Il est juste devenu très immobile. L'immobilité qu'il a quand il a trouvé le court-circuit dans un mur. Et il a dit « D'accord, alors les textos pour toi, ceux qui te disaient de rester à l'écart, de quel numéro venaient-ils » Je n'avais même pas pensé à vérifier. Pendant un an, je les avais lus comme venant de maman parce que mon téléphone disait « Maman », parce que j'avais enregistré son numéro moi-même il y a une décennie. J'ai ouvert l'ancien fil de discussion, les messages cruels. J'ai besoin d'espace. Ne fais pas de scène. Et j'ai regardé pour la première fois la ligne réelle d'où il provenait. C'était le vrai numéro de ma mère, ce qui n'avait aucun sens jusqu'à ce qu'Adam, traçant le fil, dise la chose qui m'a glacé l'estomac. Si quelqu'un avait son téléphone, a-t-il dit lentement. Il n'avait pas besoin d'un faux numéro pour t'envoyer des textos. Il t'a juste envoyé des textos depuis son vrai numéro, puis les a supprimés de son côté, pour qu'elle ne sache jamais qu'ils étaient partis. 2 directions, une contrefaçon visant elle, construite à partir d'un téléphone prépayé enregistré sous mon nom. Une contrefaçon visant moi, envoyée depuis son propre vrai téléphone par une main qui n'était pas la sienne, et un an de silence, conçu si précisément qu'aucune de nous ne penserait jamais à comparer nos notes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais vers 4 heures du matin, en regardant le plafond, j'ai cessé d'être triste. J'ai remarqué ça chez moi. La tristesse est ce que je ressens quand quelque chose se casse par accident. Quand quelque chose se casse exprès, je ressens quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus froid et de beaucoup plus utile. Je me suis levé,
J'ai fait du café et j'ai commencé à noter des dates. Voici ce que personne n'attend d'une infirmière des urgences. Nous vivons et mourons par les horodatages. Chaque médicament que j'administre, chaque rythme que je lis, chaque heure que je pointe, c'est enregistré, signé et horodaté à la minute près. Parce que dans mon monde, un souvenir n'est pas une preuve, et une histoire n'est pas une preuve. Seul le registre l'est. Et assise là avec un café froid qui refroidissait encore, j'ai réalisé quelque chose. Pendant un an, on m'avait accusé d'écrire des messages à des moments exacts où je pouvais prouver à la minute près où se trouvaient réellement mes mains. Ce texto cruel de la fête des mères, « Tu as cessé d'être ma mère il y a longtemps », a été envoyé à 11h52 un dimanche matin. J'ai sorti mon ancien planning. Ce dimanche-là, j'étais en plein code de 11h40 à 12h15. Je n'avais pas mon téléphone. Je n'avais pas une main de libre. Le texto disant à maman de sauter Thanksgiving. Envoyé à 15h04 un mardi alors que j'étais au triage avec une charge documentée de 9 patients. Le message, j'ai une vraie famille maintenant. Une nuit où je notais une alerte d'AVC. Encore et encore, la fausse Shelby avait été cruelle envers ma mère aux heures précises où la vraie Shelby sauvait des étrangers. Quiconque a construit cette marionnette ne connaissait pas mon emploi du temps. Ils ont juste choisi des heures et ont tapé. Alors, j'ai construit une feuille de calcul. D'un côté, chaque message cruel et son horodatage tiré des 41 photographies que j'ai prises du téléphone de maman dans cette baie d'hôpital pendant qu'elle somnolait. Oui, j'ai pris des photos, 41 d'entre elles, avant même que Vivian ne revienne. De l'autre côté, mes dossiers d'hôpital pour chacune de ces dates et heures. Les deux colonnes ne se chevauchaient pas une seule fois, pas en 14 mois. Mais une feuille de calcul n'allait pas suffire. Et je le savais. Un jury de parents qui avait déjà décidé que j'étais la méchante dirait que j'avais falsifié les photos, trafiqué le planning, tout ce qu'ils avaient besoin de croire. J'avais besoin de la seule chose que personne dans cette famille ne pouvait contester, un enregistrement qui venait de l'extérieur de la famille entièrement. J'avais besoin de la compagnie de téléphone. Donc, un mercredi matin, fonctionnant avec 4 heures de sommeil, je suis allé au magasin de l'opérateur avec mon certificat de mariage et mes anciennes factures. Et je me suis assise en face d'un très jeune homme nommé Errol. Aucun lien de parenté, juste un gamin faisant son travail. Et j'ai demandé un enregistrement complet de l'activité sur ma ligne remontant à 16 mois. Chaque texto envoyé et reçu, chaque appel, le grand livre entier, c'est mon compte, c'est mon droit. Il a fallu 2 formulaires, une semaine de traitement et des frais que j'ai payés sans ciller. Et pendant que j'attendais cette enveloppe, j'ai fait la chose la plus difficile. J'ai commencé à surveiller ma sœur. Laissez-moi vous parler de la Vivian que la famille voyait, car vous devez comprendre ce à quoi je faisais face. Pour eux, elle était le miracle. La fille prodigue qui avait enfin grandi et était rentrée à la maison pour s'occuper de maman. Elle publiait des photos, le petit déjeuner du dimanche de maman, le jardin de maman, le pilulier de maman avec ses petits jours de la semaine. Légendée, reconnaissante pour ce temps avec elle. Tante Priscilla, la sœur aînée de ma mère, disait à qui voulait l'entendre que Vivian avait tout sacrifié pendant que l'autre se mariait et disparaissait. Même Gordon, mon beau-père, bien qu'il soit le seul père que j'ai vraiment eu, l'homme que j'appelle papa depuis l'âge de 7 ans, le mari de maman depuis 20 ans, avait décidé que Vivian était celle qui tenait le ménage, et que j'étais l'ingrate qui avait brisé le cœur de sa femme. Personne n'a demandé pourquoi maman semblait plus confuse chaque mois. Personne n'a demandé pourquoi le chèque de location atterrissait maintenant sur un compte que seul Vivian pouvait voir. Personne n'a demandé pourquoi une femme qui avait organisé une vente de pâtisserie à l'église pendant 30 ans ne pouvait soudainement plus gérer son propre téléphone. Un vol l'en ne ressemble pas à un vol. Il ressemble à de la dévotion. C'est tout le truc. Je serai juste, car je vous ai promis la vérité et non un dessin animé. Il y avait une version de ma sœur que je comprenais. Vivian a passé toute sa vie à être celle pour qui les choses ne fonctionnaient pas. J'ai eu les bourses. Elle a eu les secondes chances. J'ai eu la carrière stable. Elle a eu le bouton de réinitialisation encore et encore jusqu'à ce que la réinitialisation ne ressemble plus à de la pitié mais à la preuve qu'elle est témoin. Quand le testament de grand-père a été lu et que la maison et l'argent sont allés à maman, je pense que quelque chose en Vivian a fait le calcul et a décidé que cette fois, enfin, ce serait elle qui tiendrait le chéquier. Et la seule menace à cela, c'était moi. Pas parce que je voulais l'argent. Je ne l'ai jamais voulu.
Mais parce que tant que maman et moi nous aimerions, Vivian ne serait jamais la seule qui comptait. Je le comprenais. J'en souffrais même un peu. Et puis je me suis souvenu de ma mère me remerciant comme une étrangère de lui avoir tenu la main, et la douleur s'est dissipée comme du brouillard. Il y a eu une petite scène 4 jours avant le mémorial que je rejoue sans cesse. Je suis passé à la maison de la rue Delmore, à l'improviste, sur une intuition, une tarte dans mes mains comme prétexte. Vivian a ouvert la porte et ne m'a pas laissé passer le seuil. Derrière elle, je pouvais voir maman dans son fauteuil près de la fenêtre, et j'ai crié « Salut, maman ». Et ma mère a levé la tête et m'a regardé avec une confusion si nue, un espoir si las que j'ai failli laisser tomber la tarte. Elle est fatiguée, a dit Vivian, fermant déjà la porte. Le fait que tu débarques de nulle part la contrarie. J'aimerais parler à ma mère, Vivian. Tu aimerais faire un spectacle pour elle. Il y a une différence. Puis plus bas, juste pour moi, avec un sourire qu'elle gardait pour les voisins. Tu l'as perdu, Shelby. C'est toi qui as fait ça. Ne viens pas essayer de la racheter avec une tarte. La porte s'est refermée. Et à travers elle, j'ai entendu la voix de ma mère, petite et perdue. C'était Shelby? Vivian? C'était ma Shelby? Et j'ai entendu Vivian répondre, aussi chaleureuse que possible. Non, maman, juste une voisine. Viens t'asseoir. Je suis resté sur ce porche avec une tarte chaude dans mes mains. Et j'ai compris que ma mère était une otage qui ne savait pas qu'elle avait été enlevée. J'ai donné la tarte à Hollis, le voisin. Je n'allais pas la ramener à la maison comme un trophée de ma propre inutilité. Il y a une femme à mon hôpital nommée Renata. Elle fait le travail pour lequel personne ne la remercie. L'assistante sociale qui s'occupe des cas où une personne âgée arrive blessée, affamée ou effrayée et où l'histoire de la famille ne colle pas. J'avais poussé une centaine de patients vers elle au fil des ans sans jamais vraiment voir ce qu'elle faisait. 2 jours après le Porsche, je lui ai offert un café à la cafétéria et je lui ai parlé, prudemment, comme une hypothèse, d'une mère hypothétique et d'une sœur hypothétique et d'un téléphone. Renata ne l'a pas traité comme une hypothèse. Elle l'a vu trop de fois. Il y a un nom pour ce que tu décris, a-t-elle dit. Influence indue, isolement, puis contrôle de la communication, puis contrôle de l'argent, puis les papiers qui rendent tout cela légal. Elle l'a compté sur ses doigts comme une liste de contrôle. Le deuil l'avait fait mémoriser. Le téléphone est un cas d'école. Couper la cible de quiconque vous contredirait. Devenir la seule voix. Et le temps que quelqu'un s'en aperçoive, vous avez la procuration, et la victime vous défend auprès des personnes même qui essaient de la sauver. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Le moment dangereux est juste avant la signature. Une fois qu'il signe, tout le monde considère que c'est le choix de la personne âgée, et la porte se ferme. Juste avant la signature. J'ai pensé à un rendez-vous du lundi dont je ne savais rien encore, et j'ai senti une horloge que je ne pouvais pas entendre commencer à tourner. De toute façon, qu'est-ce qui brise cela, ai-je demandé. Une preuve que la cible peut voir de ses propres yeux, a dit Renata. Pas une preuve que vous lui racontez. Une preuve qu'elle expérimente. Tout leur pouvoir vient du fait d'être le seul narrateur. Vous le brisez en faisant d'elle la narratrice une fois dans une pièce où l'influenceur ne peut pas le modifier. Elle a remué son café. C'est brutal à regarder, mais c'est la seule chose que j'ai jamais vue fonctionner. Je l'ai écrit sur une serviette et je l'ai gardé dans mon portefeuille pendant 3 semaines. Faire d'elle la narratrice une fois où cela ne peut pas être modifié. C'est devenu la forme entière du plan, pas un discours de ma part. Une question à ma mère dans une pièce trop pleine pour que Vivian puisse répondre à sa place. Laissez-moi être honnête sur la peur, parce que les gens racontent ces histoires comme si le héros avait été courageux tout le temps, et je ne l'étais pas. Certaines nuits, j'étais sûr que j'avais tort. Et si le numéro sous mon nom était une erreur innocente? Et si je faisais exploser une bombe au mémorial de mon grand-père et que je me révélais être exactement la femme instable que Vivian avait décrite? J'ai fait le diagnostic différentiel contre moi-même dans le noir. Mais à chaque fois, les dossiers répondaient, les horodatages répondaient, et un souvenir répondait aussi. Le tressaillement de ma mère à Thanksgiving. Un tressaillement qui n'avait jamais correspondu à l'histoire qu'on m'avait racontée. Je ne construisais pas un sentiment. Je construisais un dossier. Et le dossier n'a jamais pointé que dans une seule direction. Puis une nuit, cette 2e semaine, mon téléphone s'est allumé avec un texto qui a arrêté mon cœur parce que pendant une seconde,
j'ai cru que j'avais été prise. C'était de Vivian. Nous devrions parler. Je l'ai fixée pendant une minute entière. Savait-elle? Le magasin l'avait-il appelé? Oli avait-il dit quelque chose? Mon pouce a hésité. Puis le deuxième texto est arrivé. Maman a demandé de tes nouvelles. Ça la contrarie. Je pense que tu dois accepter que certains ponts sont brûlés et arrêter de la provoquer pour son bien. Pas un piège, un tir de semonce. Elle ne savait rien. Elle faisait juste ce qu'elle faisait toujours, entretenir le mur, s'assurer que je restais de mon côté. J'ai presque ri de soulagement. Elle pensait qu'un texto pouvait encore me diriger. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà lu le plan de chaque mur qu'elle avait construit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé penser que j'avais été réprimandée et remise à ma place. Parce que le seul avantage que j'avais, le seul, était que ma sœur croyait toujours que j'étais la même Shelby silencieuse et vaincue qu'elle avait fabriquée il y a un an. Chaque jour où elle le croyait était un jour où elle n'avançait pas le rendez-vous du lundi, ne cachait pas le téléphone prépayé, ne s'enfuyait pas. Sa certitude à mon sujet était exactement l'angle mort dont j'avais besoin. Alors je l'ai nourrie. Je suis restée silencieuse comme l'ancienne Shelby l'aurait fait. Et j'ai continué à construire. Et puis, que Dieu me pardonne, j'ai fait ma première vraie erreur parce que le deuil rend même les gens prudents téméraires. J'ai appelé Vivian et je l'ai confronté. Je lui ai dit que j'avais vu les textos. Je lui ai dit que je savais que le numéro sous mon nom était faux. Je pensais vraiment qu'une partie de ma sœur s'effondrerait en étant prise. Elle ne s'est pas effondrée. Elle est devenue calme. Plus calme que moi. Tu as eu une année difficile, a-t-elle dit d'une voix qu'elle avait dû répéter. Tu as construit toute cette histoire pour te sentir moins coupable. C'est un peu effrayant. Honnêtement, Shelby, je devrais peut-être dire à Gordon que tu ne vas pas bien. Une pause, comme un scalpel posé. Tu n'as rien. Tu as un moment difficile et une imagination débordante. Et si tu t'en prends à cette famille avec ça, tu auras l'air exactement aussi instable que je le dis à tout le monde depuis un an. Puis elle a raccroché. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto de Gordon. J'ai entendu dire que tu as appelé Vivian et fait des accusations odieuses. Ta mère a pleuré pendant 1 heure. Quoi que ce soit, tiens-le à l'écart du mémorial. Nous enterrons assez de chagrin ce week-end sans que tu en déterres davantage. C'était le fond. Je veux être honnête que c'était le fond parce qu'à ce moment-là, j'ai cru que j'avais perdu. Vivian avait atteint Gordon en premier. Maman pleurait et pensait que c'était de ma faute. Et j'avais une feuille de calcul et 41 photos et une histoire si insensée que ma sœur s'était fait passer pour moi pendant un an avec un téléphone prépayé que le simple fait de le dire à voix haute me faisait ressembler exactement à la femme qu'elle avait passé un an à inventer. Je suis restée assise dans ma propre allée avec le moteur éteint et j'ai pensé que je devrais peut-être laisser tomber. Peut-être que certains murs sont porteurs. Peut-être que la chose la plus gentille est de laisser ma mère dans la douce fiction où au moins quelqu'un s'occupe d'elle. J'ai envoyé un texto à Adam depuis l'allée. Je crois que j'ai perdu. Il est sorti de la voiture en chaussettes. A ouvert la porte passager, s'est assis, n'a rien dit pendant un moment. Puis l'enveloppe est arrivée aujourd'hui de la compagnie de téléphone. Je l'ai laissée sur la table. Je ne l'ai pas ouverte parce qu'elle est à toi. Il m'a serré la main. Tu n'as pas à l'ouvrir non plus. Mais je ne pense pas que tu sois allé à ce magasin avec 4 heures de sommeil pour perdre. Nous sommes entrés. L'enveloppe était épaisse. Mes mains n'étaient pas stables quand je l'ai ouverte, et je les ai tenues stables à travers des choses que je ne vous décrirai pas. 16 mois de ma vie, imprimés en colonne grise. Et là, dans le dossier que personne dans ma famille ne pouvait falsifier ou nier, il y avait tout. Mes vrais textos à ma mère. Des dizaines d'entre eux. Les frénétiques, les affectueux, les « maman, ai-je fait quelque chose ?» Tous envoyés, tous enregistrés, chacun a son vrai numéro, livré sur un téléphone qu'une main autre que la sienne avait nettoyé chaque matin. Et les messages cruels qui étaient arrivés sur mon téléphone de la part de maman. Le registre de l'opérateur montrait aussi la vérité sur cela. Parce qu'une compagnie de téléphone ne se soucie pas d'un nom de contact. Elle n'enregistre que la ligne d'origine réelle. Chacun d'eux était venu du vrai numéro de maman. Envoyé, je comprenais maintenant, par une maintenant son téléphone pendant qu'elle dormait, puis effacé de son côté avant qu'elle ne se réveille.
C'était une direction de la contrefaçon. L'autre était le téléphone prépayé, le numéro enregistré sous le nom de Shelby dans le téléphone de ma mère, les 10 chiffres que j'avais mémorisés dans cette baie d'hôpital, ceux qui n'étaient pas les miens. Un appel de plus. Un peu d'aide de ce gamin au magasin et je les ai tracés jusqu'à un compte prépayé ouvert au printemps. Activé et payé dans un magasin à 2 miles de la maison de la rue Delmore. C'était le téléphone qui avait passé un an à être moi. Je n'avais pas le nom sur le compte. Pas encore. Pas cette nuit-là. Mais j'avais le numéro et j'avais un plan pour savoir exactement où et devant qui ce numéro allait être lu à voix haute. J'ai regardé Adam de l'autre côté de la table de la cuisine. Et pour la première fois en 14 mois, j'ai souri sans que rien ne se brise. Je vais au mémorial, ai-je dit. Mais vouloir entrer dans cette pièce et y être prête étaient deux choses différentes. Et j'avais 3 semaines et une montagne de preuves à gravir. Parce que voici le piège dans lequel j'étais tombé sans le voir. Une pile de papier n'est pas la même chose qu'une histoire qu'une famille croira. Je pouvais poser chaque relevé de l'opérateur sur cette table, et Vivian dirait, je l'ai fabriqué dans un laboratoire, et la moitié de la pièce hocherait la tête parce que, Shelby est devenu étrange, était une graine qu'elle arrosait depuis un an. Je n'avais pas seulement besoin d'avoir raison. J'avais besoin d'être indéniable en public d'une manière qu'aucune manipulation ne pourrait survivre. Alors, j'ai travaillé comme un diagnostic différentiel. On ne traite pas ce que l'on suppose. On élimine les possibilités jusqu'à ce que seule la vérité subsiste. Et puis on oblige tout le monde à vous regarder les éliminer aussi. La première chose était le numéro prépayé. J'ai appelé la ligne de fraude de l'opérateur, un service différent du magasin, le vrai, celui qui existe parce que cela arrive plus souvent que quiconque ne veut l'admettre. J'ai dit à une femme nommée Dana dans un centre d'appel quelque part que je croyais que quelqu'un avait utilisé mon identité pour envoyer des messages de harcèlement à ma mère âgée. Cela a attiré son attention. Se faire passer pour un membre de la famille pour abuser d'un adulte vulnérable, il s'avère que ce n'est pas une petite chose. Dana a vérifié le compte prépayé pendant que j'étais en attente. Et quand elle est revenue, sa voix avait changé. « Madame, je ne peux pas vous donner le nom du titulaire du compte par téléphone, a-t-elle dit. Mais je peux vous dire que ce compte a été signalé en interne, et je vous encourage vivement à déposer une plainte car il y a une carte de paiement attachée qui a rechargé automatiquement des minutes pendant plus d'1 an, et cette carte aura un nom dessus. Une pause, un nom qui n'est pas le vôtre. J'ai demandé combien de temps pour l'obtenir par écrit. 10 jours ouvrables, a-t-elle dit. J'ai fait le calcul par rapport au calendrier. Il arriverait 2 jours avant la réunion. Juste à temps. Je lui ai dit de l'envoyer en express dès qu'il serait validé. Puis j'ai fait le trajet que je redoutais jusqu'au petit centre commercial à 2 miles de la rue Delmore parce que je voulais me tenir là où le téléphone prépayé a été acheté. Le directeur était un homme fatigué d'une 50aine d'années qui, je pouvais le dire, n'était pas censé me parler. Mais j'ai passé toute ma carrière à faire en sorte que des gens effrayés me disent la vérité. Et je lui ai donné la version honnête. Que ma mère avait été isolée avec un faux téléphone. Que j'essayais de la ramener à la maison. Il ne pouvait pas me donner de dossier. Mais il a cherché quelque chose et il est devenu silencieux et il a dit, je me souviens de la transaction, en fait. En espèces, au printemps dernier. Une femme de votre âge, cheveux noirs, pressés. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. J'ai les cheveux noirs. Vivian aussi. La caisse à 2 miles de sa maison avait enregistré mon fantôme. Je me suis assise dans la voiture sur ce parking et je me suis laissé trembler pendant exactement 5 minutes. Puis j'ai arrêté parce que 5 minutes, c'est tout ce que je lui accorde. Et je suis rentré à la maison et j'ai construit le reste du dossier. Le deuxième front a transformé mes 3 semaines en un compte à rebours. Et il est venu de Gordon, de toutes les personnes. Et il n'avait aucune idée qu'il me tendait une mèche. Il m'a envoyé un texto, rigide, obligatoire, le genre de message qu'un beau-père envoie quand une femme insiste, pour dire « Maman a des papiers à régler lundi, alors ne va pas semer la zizanie avant. » J'ai failli laisser passer. Puis quelque chose a accroché. Je l'ai appelé, j'ai fait l'idiote, j'ai demandé quel papier. Il n'a pas vu le mal à me le dire. Vivian avait pris rendez-vous avec un avocat pour le lundi après la réunion. Procuration, mandat de protection, et un transfert discret de la location de la rue Delmour dans une fiducie que Vivian gérerait pour protéger les actifs de maman des impôts.
Pour protéger les actifs de maman des impôts. J'ai entendu beaucoup de phrases douces pour des choses dures, et celle-là appartenait à la famille. Ce que cela signifiait, c'est que dans 9 jours, ma mère, confuse, effrayée, nourrie d'un an de mensonges sur le seul enfant qui se serait battu pour elle, allait signer pour renoncer à sa propre voix au profit de la personne qui l'avait déjà volée. Après lundi, Vivian n'aurait plus besoin de se faire passer pour qui que ce soit. Elle serait légalement autorisée à parler pour maman sur tout. Son argent, ses médicaments, son corps, sa porte. La réunion était samedi. J'avais une pièce, une nuit, un seul coup avant que le mur ne devienne un contrat. Je vais vous donner la version courte de la semaine qui a suivi parce que c'était surtout moi qui ne dormais pas. Mais il y a eu un après-midi dont je dois vous parler parce que c'est le jour où j'ai cessé d'être seul dans tout ça. Ma mère a une amie nommée Marjorie, 71 ans, vive comme l'éclair, a dirigé le bureau de l'église pendant 30 ans, le genre de femme qui se souvient de l'anniversaire et des affaires de tout le monde. J'ai appelé et demandé si je pouvais passer. Elle m'a fait asseoir avant même que je puisse commencer. J'attends depuis un an, a-t-elle dit. Que l'une de vous vienne me voir. Puis elle m'a dit des choses qui ont réarrangé le sol sous ma chaise. Que ma mère avait pleuré dans la salle de réception plus d'une fois, demandant à Marjorie ce qu'elle avait fait pour que sa Shelby la déteste. Que Keta lui avait montré les horribles textos, et que Marjorie les avait lus, et que quelque chose en eux n'avait jamais semblé juste. Ta mère, Shelby, ne parle pas comme ça, a-t-elle dit. Je te connais depuis que tu as des couettes. Ces messages n'avaient aucune chaleur à massacrer. La vraie cruauté d'une vraie fille sonne toujours comme la fille. Ça sonnait comme un script. Elle avait essayé de le dire. Vivian s'était assurée que Marjorie ne soit plus invitée. Marjorie, ai-je dit, seriez-vous prête à dire cela à voix haute à la famille? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Chérie, je le prépare dans ma tête depuis un an. J'avais un témoin maintenant, pas un document, une personne, une que la famille ne pouvait pas qualifier de faux, une qui avait lu le mensonge alors qu'il était encore chaud et savait que ce n'était pas moi. Cela comptait plus que toutes mes colonnes grises, car une pièce pardonne le papier et se souvient d'un visage. Il y avait une autre pièce, et l'obtenir a failli tout faire exploser. J'avais besoin de l'invitation retournée. Quand maman n'a jamais répondu, l'organisatrice de mariage avait noté qu'une carte était revenue non livrée. Je l'avais complètement oubliée dans le chagrin. Mais une invitation refusée à la source laisse une trace, et je me suis souvenu du voisin de maman, Hollis, un retraité qui voit tout depuis son porche. Je suis allé lui demander s'il avait déjà remarqué quelque chose d'étrange avec le courrier chez maman. J'étais sur la pelouse de Hollis quand la voiture de Vivian est arrivée dans l'allée de Delmour. Je me suis figé. Si elle me voyait là, en train de sonder les voisins, elle saurait que je préparais quelque chose. Elle avancerait le rendez-vous de lundi, ou emmènerait maman quelque part, ou jetterait simplement le téléphone prépayé dans le lac. Hollis, que Dieu le bénisse, a tout lu sur mon visage en une demi-seconde. Il a élevé la voix pour crier amicalement à propos des plants de tomates, m'a guidé sur le côté de son garage, et a continué à parler fort d'engrais jusqu'à ce que Vivian entre. Puis, soudain, il m'a dit ce pourquoi j'étais venu. Que plus d'une fois il avait vu la sœur aînée à la boîte aux lettres avant même l'arrivée du facteur. Triant le courrier, glissant des choses dans son cardigan. Il avait trouvé ça étrange, a-t-il dit. Il pensait peut-être qu'elle était juste impatiente de recevoir son propre courrier. Il s'en souviendrait, a-t-il dit. Il le dirait si j'en avais besoin. Je suis rentré en voiture avec le cœur battant comme une alarme de code. Et j'ai compris à quel point tout cela tenait à un fil. Une minute de plus sur cette pelouse et j'aurais tout perdu. Cette nuit-là, Adam et moi nous sommes assis à la table de la cuisine et avons tout planifié comme un passage de relais. Il n'aimait pas la partie publique. Pourquoi ne pas d'abord la police, a-t-il dit doucement. Laissons-les s'en occuper. C'était une question juste, et je me l'étais posée aussi. Mais je connaissais ma mère. Si un détective l'asseyait et lui disait froidement que sa dévouée Vivian était une escroc et que sa cruelle Shelby était innocente, elle ne pourrait pas le supporter. Elle se retirerait dans l'histoire plus douce, celle où personne qu'elle aimait n'était un monstre. On lui avait appris pendant un an à ne pas me faire confiance. La seule chose assez forte pour briser cet entraînement était de lui faire voir de ses propres yeux, entourée de toute la famille, pour que lorsque le sol bougerait, 20 personnes bougeraient avec elle, et elle ne serait pas seule dessus. Le public n'était pas pour la vengeance.
Le public était le seul plancher assez large pour la rattraper. Alors nous le faisons bien, a dit Adam. Les dossiers, le témoin, le numéro en direct dans la pièce. Il a tendu la main sur la table. Et tu ne dis pas une seule chose cruelle. Tu laisses la vérité éclater, et tu la laisses être celle qui crie. Promets-le-moi. Je le lui ai promis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez une respiration avec moi avant la dernière ligne droite, parce que c'est la partie que j'échangerai contre toutes les preuves du monde. Si quelqu'un vous a déjà transformé en étranger pour une personne que vous aimez et que vous n'aviez aucun moyen de le crier par-dessus le mur, cette prochaine partie est pour vous. Dites-moi dans les commentaires qui est de votre côté de ce mur. Je lirai. L'enveloppe express de l'unité de fraude de l'opérateur est arrivée jeudi, 2 jours avant, exactement comme Dana l'avait promis. Je l'ai ouverte au comptoir de la cuisine. Elle ne portait pas de nom. Une compagnie de téléphone ne vous donnera pas le nom d'un étranger sans le type de citation à comparaître que la police met une semaine à obtenir. Mais elle confirmait tout le reste en noir et blanc. Le téléphone prépayé était réel, ouvert en espèces au printemps près de la maison, et une seule carte de paiement avait rechargé ses minutes pendant plus d'1 an. Le nom sur cette carte apparaîtrait dès que quelqu'un d'officiel le demanderait. J'ai décidé que je n'avais pas besoin d'attendre l'officiel. J'avais juste besoin de faire sonner ce téléphone. Une fois. Dans une pièce où la personne qui le portait ne pouvait pas se cacher. J'ai fait des copies, puis des copies des copies. J'ai mis les originaux dans un dossier en cuir simple, j'ai mis le dossier dans mon sac, et j'ai posé le sac près de la porte. Vendredi soir, je ne pouvais pas dormir, alors j'ai fait ce que je fais quand je ne peux pas. J'ai sorti l'album de mariage. Je me suis forcé à regarder la chaise vide au premier rang, celle avec la petite carte qu'Adam avait installée. Pendant 1 an, cette chaise avait été la preuve que ma mère ne m'aimait pas. Maintenant, je savais que c'était la preuve du contraire. Qu'une femme qui m'aimait avait été tenue à l'écart de ce siège par une main à une boîte aux lettres et un téléphone qui n'était pas le sien. Même chaise. Vérité opposée. C'est la chose que personne ne vous dit sur les histoires qu'on nous raconte. Tourner un fait de 90 degrés et une année entière se lit à l'envers. Je ne suis pas une personne qui parle aux photographies. Mais j'ai posé ma main à plat sur cette chaise vide sur la photo et je l'ai dit à voix haute à une mère qui m'avait été volée et que j'avais pleuré derrière une vitre. Je viens te chercher. Garde-moi une place. Puis j'ai éteint la lumière et le matin, j'ai mis du bleu marine et je suis allé au lac. La réunion de la famille Vaille a lieu au même pavillon, près du même lac, depuis que je suis né. Grand-père Walter la dirigeait comme un capitaine. Des badges nominatifs, un jeu de fer à cheval, une table pliante croulant sous les tartes. Cette année, c'était plus petit et plus lourd. La première réunion que la famille avait réussi à organiser depuis que nous l'avions perdue, car personne n'avait eu le cœur à le faire l'été précédent. Quelqu'un avait posé sa photographie sur un chevalet près de la table d'honneur, un ruban noir dans le coin. 50 parents sont venus. Au moment où le dîner a commencé, nous étions peut-être 20 assis dans la salle principale, le cercle restreint, ceux qui s'assoient près. Je suis arrivé en retard exprès, après que la nourriture ait été servie, pour qu'il n'y ait pas de file d'attente. Aucune chance pour Vivian de me coincer dans un coin. Je portais du bleu marine. Je portais un simple dossier en cuir sous un bras et un petit sac en papier, et je les ai posés sous ma chaise comme si de rien n'était. Adam a serré mon genou une fois sous la table, puis a lâché prise car nous avions convenu qu'il resterait en dehors de ça. Cela devait être moi. Cela devait être seulement moi, sinon ça ne compterait pas. Ma mère était assise à la table d'honneur, à droite de la photographie de grand-père, dans un cardigan lavande plus petit que dans mon souvenir. Vivian à côté d'elle, une main posée sur l'avant-bras de maman comme un presse-papier. Gordon de l'autre côté de maman, tante Priscilla en face d'eux, tenant la cour. Quand je suis entré, une ondulation a traversé la pièce. J'ai entendu mon propre nom dans 3 chuchotements différents. J'ai senti chaque œil faire le calcul que la famille avait appris. Voilà celle qui est partie. Je me suis assise. J'ai dit bonjour au cousin près de moi. June, qui a 29 ans et est gentille, et oncle Errol, le frère cadet de grand-père, sourd d'une oreille, honnête d'une manière que les autres ne sont pas. June s'est penchée tout de suite et m'a serré la main sous la table. Rapidement, comme si elle faisait quelque chose d'interdit. Je suis contente que tu sois venue, a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas pareil sans toi.
C'était la première chose chaleureuse que quelqu'un de cette famille m'avait dite depuis un an, et j'ai dû regarder mon verre d'eau une seconde pour garder mon visage impassible. Je l'ai noté. J'aurais besoin d'une personne dans cette pièce déjà de mon côté du mur. June venait de se porter volontaire. Errol, de mon autre côté, m'a tapoté le bras et a dit trop fort comme il le fait, « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Ils te font trop travailler à cet hôpital. » Quelques têtes se sont tournées au mot « hôpital ». Au rappel que, quelle que soit l'histoire qu'on leur avait racontée, j'étais aussi celle qui dirigerait le code si l'un d'eux tombait à cette table. J'ai vu la bouche de Priscilla se crisper. Bien. Qu'ils se souviennent de ce que je fais réellement de mes mains. De l'autre côté de la pièce, ma mère ne mangeait pas. Elle poussait la nourriture dans une assiette que Vivian lui avait préparée, et de temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers moi le long de la table, puis détournait le regard, rapidement, comme si elle touchait un poil. Je l'ai surprise à regarder 2 fois. Les 2 fois, quelque chose dans son visage m'a tendu la main avant que l'entraînement ne le reprenne. Je suis infirmière aux urgences depuis assez longtemps pour lire l'état de base d'une personne en 30 secondes, et l'état de base de ma mère avait disparu. Elle était sous médicaments, douce, clignotant lentement, déférente d'une manière que Keta Vai n'avait jamais été de sa vie. C'était une femme qui dirigeait autrefois une vente de pâtisserie comme un général sur un champ de bataille. Maintenant, elle attendait la permission de prendre son propre verre d'eau. Quel que soit le brouillard dans lequel Vivian la tenait, il avait un poids chimique. Et l'infirmière en moi a ajouté une ligne de plus au dossier et un degré de plus au froid. Tante Priscilla a décidé qu'elle ne pouvait pas attendre l'événement principal. Elle a posé sa fourchette, a joint ses mains et a dirigé sa voix vers moi le long de la table, toute la pièce étant son public. Alors, Shelby, allons-nous avoir des excuses ce soir? Ta mère a eu une année terrible, et le fait que tu arrives ici dans ta belle robe bleu marine n'efface pas cela. Quelques murmures, elle s'est échauffée. Certains d'entre nous ont été là tous les dimanches, à chaque visite chez le médecin, pendant que tu vivais ta vie. Elle a laissé le mot « vie » aigrir. Ce serait bien si tu avais la décence de lui présenter tes excuses en face. L'ancienne Shelby se serait effondrée ou aurait fui. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai regardé ma tante et j'ai dit d'un ton égal, « Vous avez raison de dire qu'elle a eu une année terrible, tante Priscilla. J'aimerais parler exactement de la raison. Avant la fin de la soirée, je vous promets que je le ferai. J'ai laissé cela en suspens. Je veux juste être sûr de le dire devant tout le monde pour qu'il n'y ait pas de confusion après. » Quelque chose dans mon calme l'a mise mal à l'aise. Elle s'attendait à des larmes ou à une dispute. Elle a eu une femme qui était d'accord avec elle et qui a souri. Elle a repris sa fourchette. Au bout de la table, les yeux de Vivian se sont tournés vers moi, réévaluant, et je lui ai donné le regard plat et vaincu qu'elle attendait, celui qui disait « Je suis seulement ici pour être réprimandé ». Et je l'ai vu décider qu'elle avait gagné, et prendre son verre de vin. J'ai mangé 3 bouchées d'un dîner que je ne pouvais pas goûter. Et j'ai attendu parce que je savais que ma sœur ne pouvait pas résister à une scène. Elle n'a pas déçu. 10 minutes plus tard, elle a tapoté son verre, s'est levée et a dit la chose avec laquelle j'ai commencé cette histoire, que maman a sauté mon mariage parce qu'elle ne peut pas me supporter. Que nous le savons tous. Elle l'a dit en souriant pour la pièce, déguisée en inquiétude. Je pense juste qu'il est temps que nous arrêtions de faire semblant, a-t-elle dit, et que maman arrête de se sentir coupable d'une limite qu'elle avait le droit de fixer. Gordon a soupiré et a hoché la tête. Priscilla a murmuré « Amen ». Il fallait le dire. Et autour de la table, des visages que j'avais connus toute ma vie m'ont regardé avec une pitié douce et pratiquée qui était en quelque sorte pire que la haine. Et j'ai posé ma fourchette, et je n'ai pas pleuré. Et je me suis tourné vers ma mère et je lui ai demandé de leur dire la vraie raison pour laquelle elle n'était pas à mon mariage. Voici la partie que l'ouverture à froid ne vous a pas montrée. Voici ce qui s'est passé après que la pièce soit devenue silencieuse. Parce que cela ne s'est pas passé comme vous le voudriez. Pas au début. Ma mère m'a regardé et son visage s'est décomposé. Et elle a dit d'une voix fine comme du papier la chose la plus cruelle que quiconque ait dite de toute la nuit. Et elle le pensait. Parce qu'elle le croyait. Tu sais pourquoi, a-t-elle chuchoté. Tu m'as dit de ne pas venir. Tu as dit que je te mettrais dans l'embarras. Tu as dit que j'avais cessé d'être ta mère. Son menton tremblait. J'ai tous les messages, Shelby. 1 an de messages. Je ne sais pas pourquoi tu me ferais dire ça à voix haute.
La pièce s'est retournée contre moi comme un seul animal. Priscilla a halté. Comment a-t-elle pu, un cousin a marmonné, c'est froid. L'a forcé à revivre ça. La chaise de Gordon a raclé en arrière alors qu'il se levait, son visage sombre, sa main s'approchant déjà de mon épaule. Ça suffit, a-t-il dit. Tu as fait assez de mal. Prends tes affaires et va-t'en. Et pendant une seconde, je serai honnête, j'ai failli le faire. 20 personnes que j'aimais me regardaient comme si je torturais une vieille femme en deuil pour le sport. Ma mère pleurait. Mon beau-père me mettait à la porte. Et Vivian, mon Dieu. Vivian a eu la grâce d'avoir l'air triste. Elle s'est penchée, a tapoté la main de maman et a dit, « Ce n'est rien, maman. Tu n'as pas à faire ça. Nous allons te ramener à la maison. » C'était son erreur, car elle a cherché le téléphone dans la poche de son cardigan, le téléphone de maman, leur Rose, qui vivait maintenant sous la garde de Vivian, pour faire semblant de protéger maman de cela. Et j'ai regardé la main de ma sœur se refermer sur cet étui or rose rayé et chaque chose froide et stable en moi s'est verrouillée. Maman, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai jamais élevé la voix au chevet d'un patient, et je n'allais pas commencer au bord d'une tombe. Tu as tous les messages. Je te crois. Alors, fais une chose pour moi devant tout le monde, et ensuite je partirai si tu le veux. J'ai fait une pause. Lis-moi le numéro. Elle a cligné des yeux. Quoi? Les messages que tu as sauvegardés de moi. Lis le numéro de téléphone d'où ils viennent à voix haute. Celui enregistré sous mon nom. J'ai glissé mon propre téléphone au centre de la table, écran vers le haut. Et voici le mien. Le numéro que j'ai depuis 11 ans. Celui imprimé sur l'invitation de mariage qu'on t'a envoyé. Lis-les tous les deux. La main de Gordon était toujours sur mon épaule. Vivian a dit trop vite, c'est ridicule. Elle est confuse. Elle ne va pas fouiller dans un téléphone. Alors lis-le, Vivian. Je l'ai regardé pour la première fois. Tu l'as dans la main. L'attention de la pièce a légèrement glissé de moi à ma sœur. Et Vivian, qui avait été la seule voix pendant un an, a découvert ce que cela fait quand une pièce commence à écouter quelqu'un d'autre. Je ne vais pas humilier notre mère en. June, ai-je dit, en me tournant vers ma cousine. Voudrais-tu me rendre un service? Lis le numéro sur mon téléphone là, au milieu de la table. Lis-le juste à voix haute. June, bénie soit-elle, a pris mon téléphone et a lu 10 chiffres dans le silence. Errol a sorti ses lunettes de lecture. Répète. Plus lentement, a-t-il dit, et June l'a répété. Plus lentement. Errol a hoché la tête. C'est le numéro que j'ai pour Shelby dans mon carnet d'adresse depuis qu'elle est à l'école d'infirmière. Je l'ai appelée à Noël. Maintenant, ai-je dit doucement. Maman ou Vivian, lisez le numéro enregistré sous Shelby dans ce téléphone. S'il est le même, je me lèverai et je partirai et je ne dérangerai plus jamais cette famille. Je vous le promets. Personne n'a bougé. Les jointures de Vivian étaient devenues blanches autour de l'étui or rose. Donne à ta mère son téléphone, Vivian. C'était Errol. Calme, ne demandant pas. Et quand Vivian ne l'a pas fait, ma mère confuse, effrayée, otage, a fait la chose la plus courageuse que je l'ai jamais vue faire. Elle s'est penchée. Elle a pris son propre téléphone de la main de sa fille et l'a ouvert elle-même. Ses mains tremblaient. Elle a trouvé le fil de discussion. Elle a regardé le numéro en haut, le tenant à bout de bras comme elle le fait. Elle l'a lu à voix haute. 10 chiffres. Ce n'était pas mon numéro. Ce n'était pas proche. Les 3 premiers chiffres n'étaient même pas notre indicatif régional. Silence. Le vrai. Le genre que je connais du moment après qu'un moniteur se soit aplati. Quand tout le monde dans la pièce comprend en même temps et que personne ne veut être le premier à le dire. Errol l'a dit. Keta, a-t-il dit lentement. Ce n'est pas le numéro de Shelby. Il le faut, a chuchoté ma mère. C'est sous son nom. Vivian a enregistré tous mes numéros. Elle. Et puis elle s'est arrêtée. Je l'ai vue l'atteindre. J'ai vu toute l'architecture d'une année commencer à basculer derrière ses yeux. Elle s'est tournée vers Vivian, le téléphone tremblant dans sa main. Vivian a enregistré tous mes numéros, a-t-elle répété.
Mais c'est sorti comme une question. La voix de Vivian est montée. Maman, ne la laisse pas te faire ça. Elle te manipule. Elle a toujours été. Alors clarifions les choses tout de suite, ai-je dit. Et j'ai pris sous ma chaise et j'ai sorti le dossier en cuir et j'ai posé les relevés de la compagnie de téléphone sur la nappe blanche où toute la table pouvait voir les colonnes grises. Ceci vient de l'opérateur, pas de moi. Je ne peux pas falsifier 16 mois de registre d'une compagnie de téléphone, et personne à cette table ne le peut non plus. Ce sont tous les textos jamais envoyés vers et depuis ma ligne. Voici les miens pour toi, maman. J'ai posé mon doigt sur un bloc de ligne. Envoyé, livré à ton vrai numéro. Maman, s'il te plaît, parle-moi. Maman, ai-je fait quelque chose? Le matin de mon mariage. Il y a toujours une place pour toi. S'il te plaît, viens. J'attendrai. J'ai envoyé ça à 7h40 ce matin-là. C'est juste ici. C'est arrivé à ton téléphone. Ma voix n'a pas tremblé, mais quelque chose en dessous l'a fait. Tu ne l'as jamais vu. Quelqu'un les effaçait de ton côté avant que tu ne te réveilles. Ma mère a fait un son que j'entendrai pour le reste de ma vie. Lis-moi un, maman, ai-je dit doucement. N'importe lequel des messages cruels que tu as sauvegardés. Lis-moi la date et l'heure. Ses mains tremblaient, mais elle en a trouvé un. La fête des mères de l'année dernière, a-t-elle chuchoté. 11h52 du matin. Il est dit, tu as cessé d'être ma mère il y a longtemps. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. 11h52, la fête des mères de l'année dernière. J'ai pris une seule feuille du dossier et je l'ai posée là où Errol et June pouvaient tous les deux la voir. Ceci est mon relevé de service à l'hôpital pour ce matin-là, signé par l'infirmière en chef et le médecin traitant. Leurs noms et numéros de licence sont juste là, et la directrice des soins infirmiers confirmera chaque mot pour quiconque appelle lundi. De 11h40 à 12h15 ce dimanche-là, je faisais des compressions thoraciques sur un garçon de 19 ans. 4 autres personnes avaient leurs mains dans cette pièce avec les miennes. Je n'avais pas de téléphone. J'avais le cœur d'un gamin sous mes paumes. J'ai regardé ma mère. Je ne t'envoyais pas de texto disant que tu avais cessé d'être ma mère, maman. J'étais à 2 miles de là, essayant de maintenir en vie l'enfant de quelqu'un d'autre. June a mis sa main sur sa bouche. Errol a enlevé ses lunettes et a pressé les talons de ses mains dans ses yeux. Et j'ai regardé un deuxième parent, puis un troisième, faire le calcul et arriver un par un au même plancher froid. Parce qu'un relevé de service signé par un médecin n'est pas une chose qu'une fille amère invente dans un laboratoire. Chaque message cruel avait un horodatage. Et chaque horodatage, leur ai-je dit, avait un relevé de service derrière lui. Une année entière. Pas un seul ne se chevauchait. Quiconque avait été le monstre de ma mère avait choisi ses heures au hasard, sans jamais savoir que les heures de la vraie Shelby étaient toutes écrites, signées et en attente. Vous pouvez vérifier chacun d'entre eux, ai-je dit. Je les ai tous apportés. Et ceci, j'ai continué et j'ai tourné la page, sont les messages qui me sont parvenus. Ceux qui me disaient de rester à l'écart, d'arrêter d'appeler, de ne pas faire de scène à mon propre mariage. Les journaux de l'opérateur montrent d'où chacun d'eux est réellement venu. J'ai levé les yeux. Ton vrai numéro, maman? Chacun d'eux. Envoyé par la main qui tenait ton téléphone pendant que tu dormais, puis effacé de ton côté avant le matin. J'ai sorti la dernière feuille du dossier. Et voici l'autre moitié. Je l'ai posé à plat. Ce numéro enregistré dans ton téléphone sous mon nom. Celui qui n'est pas le mien. C'est un téléphone prépayé acheté en espèces. Activé en avril de l'année dernière, 2 jours avant que mes invitations de mariage ne soient postées, dans un magasin à 2 miles de la porte d'entrée de cette famille. Je n'ai pas pointé du doigt. Je n'en avais pas besoin. C'est le téléphone qui s'est fait passer pour moi auprès de toi pendant 1 an. Une seule carte de paiement l'a maintenu en vie tout ce temps. La police lira le nom sur cette carte dans environ 1 semaine. J'ai laissé cela en suspens, mais je ne pense pas que nous aurons besoin d'1 semaine. J'ai vu beaucoup de gens se retrouver sans issue. Ma sœur l'a fait debout à la tête d'une table familiale sous la photographie de notre grand-père. C'est toi qui as trafiqué ça, a dit Vivian. Tu travailles dans un hôpital. Tu sais comment. Je suis une infirmière, Vivian. Je prends des tensions artérielles. Je ne falsifie pas de dossier de fraude aux télécommunications.
J'ai gardé ma voix plate et gentille, la voix que j'utilise pour les pires nouvelles. Tu peux appeler l'opérateur toi-même. Le numéro est juste en haut. N'importe qui ici peut le faire. Gordon peut le faire maintenant. Et Gordon, mon beau-père, dont la main avait été sur mon épaule pour m'ordonner de sortir il y a 90 secondes, a enlevé sa main de mon épaule. Je l'ai senti se soulever. Il a pris la feuille. Il a regardé le numéro prépayé. Et puis il a regardé Vivian et son visage a fait quelque chose de lent et de terrible. Le visage d'un homme qui commence à peine à compter à rebours une année de petites choses. Vivian, a-t-il dit, où est ton téléphone? La table était très silencieuse. Et ma sœur, qui avait contrôlé chaque version de chaque histoire dans cette famille pendant plus d'1 an, a ouvert la bouche pour contrôler celle-ci aussi, et a découvert qu'elle n'avait plus de marge de manœuvre. Alors, elle a fait ce que font les gens acculés. Elle a cessé de se défendre et a commencé à attaquer et pendant quelques minutes, cela a presque fonctionné. Très bien, a-t-elle dit et sa voix a changé. A laissé tomber la douceur, est devenue dure et rapide. Très bien. Tu veux faire ça ici, au mémorial de grand-père, devant tout le monde. Alors faisons-le. Oui. Oui. J'ai géré le téléphone de maman. Quelqu'un devait le faire. Elle se noyait. Elle venait de perdre son père. Elle ne se souvenait plus de son propre code PIN. Et toi, tu étais où, Shelby? À un registre, en train de choisir de la porcelaine. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas aidé. Tu as envoyé une carte. Elle s'est tournée vers la table et je l'ai vue retrouver son ancien créneau, celui où elle est la martyre et je suis le fantôme. J'ai abandonné toute ma vie pour emménager dans cette maison et m'occuper d'elle. Et maintenant, la fille qui a réussi débarque avec un dossier et une histoire de téléphone secret parce que, Dieu nous en préserve, Vivian est la bonne fille pour une fois. Et voici le truc avec un mensonge qui a vécu dans une famille pendant 1 an. Il a une mémoire musculaire. Je l'ai vu fonctionner. J'ai vu le visage de Priscilla s'adoucir à nouveau envers Vivian. J'ai vu un cousin hocher la tête parce que cela correspondait à ce qu'il savait déjà. Et ce que nous savons déjà est toujours plus confortable que ce qui est vrai. Gordon a posé le papier et s'est frotté les yeux comme un homme qui voulait très fort qu'on lui dise qu'il pouvait retourner dormir. Elle n'a pas tort, a dit Priscilla. Shelby, chérie, tu n'étais pas là. Peut-être qu'il y a une confusion avec les téléphones, une erreur honnête, mais tu ne peux pas juste. Ce n'est pas une confusion, tante Priscilla. J'ai gardé mes mains à plat sur la table. Et je peux le prouver en environ 10 secondes, alors j'aimerais que tout le monde reste à sa place. J'ai regardé June. Il y a un numéro sur la première feuille, le téléphone prépayé, celui acheté 2 jours avant l'envoi de mes invitations. J'ai fait glisser la page vers elle le long de la table. Voudrais-tu le composer maintenant? Mets-le sur haut-parleur. Vivian s'est immobilisée. C'était la première fois de toute la soirée que le flot de paroles s'arrêtait. Ce n'est pas nécessaire, a-t-elle dit. Ça prendra 10 secondes, ai-je dit. Tu as dit que j'avais trafiqué les dossiers. Alors, testons-les. Si ce numéro est mort ou s'il sonne chez un étranger dans un autre État, alors je suis une menteuse et je m'excuserai auprès de toute cette famille et je partirai. Juste, ai-je regardé autour de la table. C'est juste, n'est-ce pas? Personne ne pouvait dire le contraire. C'est le piège d'une table publique. Le même public qui vous condamne, si vous êtes patient, tiendra les autres à la même règle. June a regardé Vivian, puis moi. Puis elle a tapé les 10 chiffres et a appuyé sur la petite icône du haut-parleur, et elle a posé son téléphone au centre de la nappe blanche, juste à côté de la bougie commémorative de mon grand-père. Il a sonné une fois à travers le haut-parleur dans une pièce silencieuse, et sous la table, étouffé par le cuir et les sachets de lavande, le sac à main de Vivian a commencé à vibrer. Je n'ai jamais entendu un son aussi fort de ma vie. Ce n'était pas fort. C'était un téléphone en mode vibreur contre le pied d'une chaise en bois. Un cliquetis d'insectes sourds, mais il a rempli cette pièce jusqu'au plafond. Toutes les têtes se sont tournées vers le sac à main accroché au dossier de la chaise de ma sœur, tressaillant faiblement à chaque sonnerie, comme si quelque chose de vivant était piégé à l'intérieur. Non, a dit Vivian, à personne, à tout le monde. June, très pâle, a mis fin à l'appel. Le bourdonnement s'est arrêté. Le silence qui a suivi avait un sol et 4 murs.
Oncle Errol s'est penché et avant que Vivian ne puisse bouger, il a soulevé le sac à main et en a sorti le téléphone à l'intérieur, un téléphone noir bon marché que personne ne l'avait jamais vu porter. Un deuxième téléphone, un téléphone prépayé, et il l'a retourné face visible sur la table. L'écran était encore allumé après l'appel. Un appel manqué, disait-il, et le numéro qui venait d'essayer de le joindre était les 10 chiffres exacts imprimés en haut de mes relevés d'opérateur. Keta, a dit Errol, et sa vieille voix s'est brisée en plein milieu. C'est le téléphone qui s'est fait passer pour ta Shelby. Ma mère n'avait pas dit un mot depuis des minutes. Elle était assise avec son propre téléphone toujours ouvert sur ses genoux, le faux fil de discussion de Shelby brillant vers elle, et elle a regardé du téléphone prépayé sur la table à moi et vice-versa, et je l'ai regardé faire l'arithmétique la plus douloureuse qu'un parent puisse faire. Chaque message cruel, chaque anniversaire que j'avais soi-disant oublié. Chaque nuit où elle s'était endormie en pleurant, croyant que sa fille l'avait jeté comme quelque chose de cassé. Et rien de tout cela n'était moi. Tout venait de la femme à côté d'elle. Celle dont la main planait encore par habitude d'une année près du bras de sa mère. Tu m'as dit qu'elle ne voulait pas de moi au mariage, a dit ma mère à Vivian, doucement, pas encore en colère, essayant juste que ce ne soit pas vrai. Tu m'as tenu la main. Tu m'as dit que ma Shelby avait dit que je la mettrais dans l'embarras. Tu t'es assise avec moi pendant que je pleurais. Maman, tu lui as écrit que j'avais cessé d'être sa mère, la voix de ma mère a commencé enfin à monter, sur mon téléphone, en te faisant passer pour moi. Tu as tapé ces mots et tu les as envoyés à mon enfant, et puis tu t'es assise en face de moi au petit déjeuner et tu as beurré mon pain grillé. Et Vivian, acculée au-delà du dernier mur, a fait la seule chose qui lui restait. Elle a dit la vérité, et la vérité était pire que tous les mensonges qu'elle avait construits. Parce que tu allais tout lui donner. C'est sorti d'elle dans un cri qui n'appartenait pas à la martyre qu'elle avait jouée toute la nuit, toute la pièce a tressailli. Grand-père te l'a laissé, et tu parlais déjà de diviser la maison en 3, de donner la location aux futurs enfants de Shelby, de la laisser gérer l'argent parce qu'elle est la responsable. Je t'ai entendu au téléphone avec l'avocat. Tout le monde l'a choisi toujours. Je n'ai rien. Je n'ai jamais rien eu. Et pour une fois, c'était moi qui prenais soin de toi, et je n'allais pas la laisser revenir et prendre ça aussi. Le silence qui a suivi était différent des précédents. Les premiers silences étaient du choc. Celui-ci était de la compréhension. Toute la table a finalement vu d'un coup exactement ce dont elle avait fait partie, pas un malentendu, pas une confusion téléphonique, un vol délibéré d'un an d'une mère à une fille et d'une fille à une mère. Pour une maison et un chéquier, et la terreur pure de n'être le favori de personne. Errol a été le premier à se lever. Vieux, à moitié sourd, les 2 poings sur la table. Il a regardé ma sœur et a dit la chose que le reste de la pièce était trop abasourdi pour dire. Tu as fait ça à ta propre mère. Tu l'as laissé penser que son bébé l'avait jeté. Tu as laissé Keta pleurer à cet enterrement en croyant que Shelby la détestait. Sa voix a fait trembler les verres d'eau. Walter t'aurait mis hors de cette famille lui-même, ma fille. Et je suis à 2 doigts de le faire pour lui. Errol, a commencé Vivian. Assieds-toi et tais-toi. Ses yeux n'ont pas quitté elle. Tu as assez parlé pour une année entière. Une partie n'était même pas de ta propre voix. Autour de la table, un visage après l'autre s'est détourné d'elle. Pas avec drame, juste un retrait lent et affreux. La façon dont les gens reculent devant quelque chose qu'ils ont réalisé être impur. Le cousin qui avait marmonné que j'étais froide ne regardait plus Vivian. Priscilla était devenue grise. Et ma sœur, qui il y a 90 secondes possédait chaque cœur dans cette pièce, a regardé toute la famille traverser de l'autre côté du mur qu'elle avait construit et se tenir là avec moi. Je n'ai pas dit un mot pendant tout cela. Je veux que vous remarquiez que j'avais répété une centaine de discours dans ma voiture pendant 3 semaines, et au moment réel, je n'en avais pas besoin d'un seul parce que Vivian se faisait à elle-même, à voix haute, devant tout le monde, exactement ce qu'elle m'avait fait en secret pendant 1 an. La seule différence était que cette fois, la pièce écoutait la vraie voix. Gordon s'est levé lentement. Ce n'est pas un homme rapide, mon beau-père. Ni avec ses sentiments ni avec son corps. Et j'ai vu 20 ans de silence choisi le quitter d'un coup. J'ai dit à cette fille de prendre ses affaires et de partir, a-t-il dit, et sa voix était épaisse. J'ai posé ma main sur elle pour la faire partir. Et elle est la seule à cette table qui est venue avec la vérité. Il a regardé Vivian. Tu m'as laissé croire que sa propre mère l'avait mise dehors.
Tu m'as laissé en faire partie. Il s'est rassis comme si ses jambes l'avaient lâché. Que Dieu me pardonne. Je t'ai aidé à le porter. Priscilla pleurait maintenant. Le genre bruyant. Le genre qui est au moins en partie dû au fait d'être prise. J'ai dit à toute l'église qu'elle avait abandonné Keta, a-t-elle chuchoté. J'ai dit à tout le monde. Je sais que vous l'avez fait, tante Priscilla, ai-je dit. Pas cruel, juste vrai. Pendant un an, je ne pouvais pas entrer dans une pièce familiale sans le sentir. Maintenant vous savez pourquoi ça n'a jamais été bien dans votre estomac. Ce n'était pas bien parce que ce n'était pas juste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que le moment que j'avais attendu pendant un an n'était pas le dossier ou le sac à main vibrant ou même ma sœur se dénonçant enfin. Parce que pendant tout ce temps, ma mère était restée assise très immobile, tenant deux téléphones, le faux sur ses genoux et la vérité sur la table. Et maintenant, elle les a posés tous les deux et elle m'a regardé à travers un an de silence artificiel. Et elle m'a posé la seule question qui ait jamais vraiment compté. La place, a-t-elle dit. Le matin du mariage, tu as dit qu'il y avait encore une place pour toi. Tu as dit j'attendrai. Tout son visage se défaisait. As-tu attendu? Et moi, qui n'avais pas pleuré devant la chaise vide, ni à l'hôpital, ni sur le porche, ni pour rien de tout cela, j'ai senti toute l'année se libérer enfin dans ma poitrine. 40 minutes, maman, ai-je dit. J'ai retardé la cérémonie de 40 minutes. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Ma mère s'est levée de la table d'honneur. Cela lui a pris un moment. Ses genoux sont mauvais, ses mains tremblaient, et personne n'a osé l'aider parce que tout le monde comprenait que c'était à elle seule de le faire. Elle a fait le tour de la table, passant devant Gordon, devant Priscilla, devant le téléphone prépayé toujours face visible près de la bougie, et elle s'est tenue devant moi, cette petite femme dans un cardigan lavande que j'avais enterrée vivante dans mon propre cœur pendant un an. Et elle a posé ses deux mains sur mon visage comme elle le faisait quand j'étais petite et fiévreuse. Te voilà, a-t-elle dit. Voilà ma Shelby ma puce. Je ne pouvais te trouver nulle part. Je n'ai pas les mots pour ce que cela a d'effet en moi. Je ne vais pas essayer. Vivian est parti pendant que nous étions là. J'ai entendu la chaise racler, entendu ses talons sur le sol du pavillon, vite, puis plus vite, puis la porte moustiquaire claquer derrière elle. Personne n'est allé la chercher. Errol a ramassé le téléphone prépayé de la table et l'a glissé dans la poche de sa chemise, aussi silencieusement que possible, parce que même un vieil homme sourd savait que ce téléphone allait compter pour plus de gens que juste nous. Ma sœur est sortie en courant d'une pièce pleine de gens qui l'avaient aimée ce matin-là, et la seule chose qu'elle a laissée derrière elle était le son d'une porte. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui est devenu un étranger pour vous à cause de la distance, d'une histoire à laquelle vous n'avez jamais eu la chance de répondre, d'un mur que vous n'avez pas construit, faites une chose après cette vidéo. Pas ce soir si c'est trop, mais bientôt. Vérifiez le numéro. Posez la question. Dites la chose par-dessus le mur que vous supposiez trop haut à escalader. Certains d'entre vous ont une mère de l'autre côté d'un mensonge, et elle regarde la porte aussi. La partie pratique est venue rapidement. Comme elle le fait une fois qu'une famille fait enfin face à une seule direction. Gordon a ramené maman à la maison cette nuit-là, à sa maison de la rue Delmour. Et les affaires de Vivian étaient sur le porche le week-end. Il s'est avéré qu'il y avait un rendez-vous chez l'avocat ce lundi-là qu'elle n'a jamais pu honorer, celui pour se faire procuratrice de maman et mettre la location à son propre nom. Gordon l'a annulé lui-même. La banque a signalé le compte. Il y a maintenant des mots comme exploitation financière d'un adulte vulnérable et un assistant social et un détective à la voix douce qui a pris le téléphone de la poche de chemise d'Errol dans un sac de preuves et m'a remercié d'avoir gardé les relevés de l'opérateur. Je ne sais pas encore jusqu'où tout cela ira. Vivian n'a pas appelé. Elle a envoyé un long message au groupe familial depuis son propre numéro cette fois, plein du mot « malentendu ». Et Errol y a répondu par une seule ligne avant que quiconque d'autre ne le puisse. Nous avons entendu ta propre voix cette fois, Vivian. Garde-la. Personne d'autre n'a répondu. Le mur qu'elle a passé un an à construire, brique par brique patiente, s'est effondré en une nuit. Et la dernière personne restée derrière était elle. Gordon passe maintenant chez maman le dimanche et s'assoit simplement avec elle, en silence, comme il aurait dû le faire depuis le début. Il s'est excusé une fois, maladroitement, en regardant ses chaussures, et je l'ai laissé faire parce qu'un homme qui admet avoir aidé à porter la mauvaise chose vaut plus qu'un qui ne ramasse jamais rien.
J'ai appris à tenir les résultats de manière lâche. Ce que je ne tiens plus de manière lâche, c'est la vraie main de ma mère. Elle a un nouveau téléphone maintenant, un simple. De gros boutons et mon numéro y est sous Shelby, tapé par elle devant moi pour qu'elle sache que c'était vraiment le mien. Elle m'appelle la plupart des soirs, parfois juste pour dire qu'elle m'aime jusqu'à la lune. Et je la laisse faire autant de fois qu'elle en a besoin parce que nous rattrapons toutes les deux une année d'une voix qui n'était ni l'une ni l'autre. Je mentirais si je vous disais que tout est réparé. Il y a un chagrin sous la joie qui ne se dissipe pas complètement. Pour le mariage auquel elle n'assistera jamais au premier rang, pour l'année de son vieillissement que ni l'une ni l'autre n'avons récupéré, pour la sœur que j'ai eue une fois avant qu'un testament et une peur ne la transforment en architecte de mur. Certaines choses, vous ne les gagnez pas, vous ne faites que les récupérer. Mais voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas il y a un an, et c'est la seule chose que je suis vraiment venu dire ici. Quand quelqu'un devient silencieux avec vous, l'histoire la plus cruelle est celle qui dit qu'il l'a choisi. Parfois, c'est le cas, mais parfois il y a une main que vous ne pouvez pas voir tenant un téléphone qui n'est pas le leur, et une mère de l'autre côté qui pleure devant une chaise vide en se demandant exactement la même chose que vous. Ma mère n'a jamais cessé d'être ma mère. Je ne pouvais tout simplement pas l'entendre par-dessus le mur. Alors, j'ai démoli le mur et je l'ai trouvée exactement là où elle avait toujours été, attendant près de la porte, me gardant une place.